Jimi Hendrix. Comment un nom peut résonner à ce point dans la tête d'autant de personnes? Certains d'entre nous connaissent son histoire et son incroyable talent, mais certains autres ont laissé rentrer dans leur inconscient une image, un visage, mais surtout une idée. Et oui, au fond, tout le monde connaît Hendrix. Que vous écoutiez sa musique ou pas, vous savez qui il est. Vous savez à quoi il ressemble tant son visage est devenu un symbole. Vous savez aussi qu'il est important, ou même qu'il est le meilleur guitariste de tous les temps. Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi? Pourquoi est-il autant sacralisé et considéré comme l'une des figures les plus importantes du XXe siècle? Pourquoi tout le monde connaît son nom, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés? Pourquoi et comment est-il devenu une pièce imputrescible de notre inconscient collectif? Sans rire, j'ai l'impression d'avoir toujours connu ce nom, sans jamais savoir pourquoi. Est-ce uniquement grâce à son jeu, à son visage, à ses dents, à son style? Est-ce même vraiment justifié? Cher ami, que tu admires Hendrix pour toutes les nouvelles techniques qu'il a apportées à la guitare ou que tu n'y connaisses absolument rien, ce documentaire reste quand même pour toi. D'ailleurs, vu que je souhaite m'orienter vers cette problématique, je vais passer sur beaucoup de noms de bars, de concerts et de personnes que Jimi a pu rencontrer dans sa vie. Par souci de compréhension, ici, on va à l'essentiel. En premier lieu, nous allons décortiquer la vie de Jimi. De sa naissance à sa mort prématurée, s'est déroulée une vie indescriptible tant elle est dense et mouvementée. Et en un second temps, nous allons analyser ce qui fait de Jimi cette légende que nous connaissons tous aujourd'hui, en passant par son impact musical, puis social. Alors préparez vos petites ailes, on va embrasser le ciel. Where you going with that gun in your hand? Voici Johnny Allen Hendrix. Il naît durant la Seconde Guerre mondiale en 1942 à Seattle. Ce petit garçon est le fruit d'un mélange typiquement américain. Il a des racines noires, blanches et cherokee. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que durant son enfance et ce jusqu'à sa vie de jeune adulte, la vie ne lui fera aucun cadeau. Sa mère, qui a tout juste 17 ans, très pauvre, alcoolique et victime de nombreux hommes violents, galère évidemment à l'élever. Pas de chance, Al, le père du petit, alarmé à la naissance de ce dernier, n'est pas mieux. Si ce n'est pire. Toute son enfance, il subira quotidiennement des conflits conjugaux violents et fera des allers-retours chez ses grands-parents Cherokees et autres membres de la famille. Entre précarité, instabilité et mauvaise santé, le petit Johnny, de sa naissance à son adolescence, vivra un véritable enfer. Il se créera un petit monde mental, se perdra dans le dessin et les poèmes, tout en restant relativement assidu à l'école. Pourtant, il se souviendra de courtes périodes durant lesquelles l'espoir d'une famille normale apparaissait. C'est en 1951 que ses parents divorcent. Confiés à leur père, les 4 enfants, dont le futur Jimi, subiront une éducation stricte.
La légende raconte même que ce dernier aurait refusé à ces deux garçons d'assister à l'enterrement de leur mère. Il leur aurait servi à la place des shots de whisky. Car c'est soi-disant comme ça que les hommes font leur deuil. Il n'avait que 15 ans. Le petit garçon sensible et rêveur qu'est James tombera sur les disques de B.B. King, Howlin' Wolf, Son House, Robert Johnson, Chuck Berry, Little Richards et verra même plus tard Elvis Presley en concert, et cela lui donnera une seule envie, être guitariste. Ouais, c'est souvent comme ça que mes épisodes commencent. Il fera ses armes sur un ballet, puis évoluera sur un ukulélé à une corde. Plus tard, son père lui achètera une guitare acoustique, et James tentera de reproduire tant bien que mal ses morceaux favoris, provenant des disques de son paternel, ainsi que de la radio, ayant auparavant pris le soin d'inverser ses cordes pour coller à sa gaucherie. Et c'est en 1958 que sa mère, Lucille Jeter, s'éteindra, son problème d'alcool ayant eu raison de son corps. Après la perte de sa mère, James tryhard littéralement la guitare. Il ne fait plus que ça. Il va voir des concerts, participe à des jam sessions, rencontre des gens, rejoint des petits groupes, et évidemment, ses notes en pâtissent. Il quittera donc l'école en 1960, donc à 18 ans, pour se consacrer à sa passion. Et le plaisir ne sera que de courte durée. Bien qu'il ait rencontré pendant cette période beaucoup de personnes et de musiciens qui ont quelque part forgé le Hendrix qu'on connaît aujourd'hui, en 61, il se fera choper pour une histoire de voiture volée. Pour éviter la prison, il s'engage dans l'armée, plus précisément au 101e régiment de parachutistes dans le Kentucky, à Fort Campbell. James étant un gamin rêveur, sensible et assez sauvage, il ne s'y plaît évidemment pas du tout. Il correspond avec son père et sa petite amie et avoue dans ses lettres trouver le temps long et les ordres complètement débiles. Cependant, sa guitare lui donne le réconfort dont il a besoin. Il fait tout en sa compagnie. Il l'emmène partout où il peut, passe son temps libre à la jouer et dort même avec. Critiqué par ses camarades et ses supérieurs pour son côté lunaire, désobéissant et militairement incompétent, il s'y fera tout de même un véritable ami. Billy Cox. Billy Cox est un jeune bassiste talentueux. En se promenant dans les couloirs du bâtiment, il entend à travers une porte un son de guitare qui le fera s'arrêter quelques minutes. Convaincu et curieux, il se décide à entrer. Il y voit un jeune garçon en uniforme mal braillé, seul, sur une chaise, penché sur sa gratte, à jouer comme si sa vie en dépendait. De cette inhabituelle découverte commencera une discussion. Les jeunes musiciens, prisonniers de cette vie de discipline non voulue, s'associeront pour former les King Casuals. Ils joueront les week-ends dans les clubs des villes aux alentours. Après s'être cassé la cheville lors d'un saut, James rajoute à cette blessure un certain mal de dos qui le ferait atrocement souffrir. Grâce à cette petite exagération, il arrive à se faire congédier. Seul devant le camp, il hésite. Seattle, son père et sa copine, ou le reste du monde ? Livré à lui-même, il décide d'attendre son ami Billy et les deux lurons continueront leur petite tournée locale pendant un certain temps. Après ce vagabondage musical sous le nom des Rocking Kings, leurs chemins se séparent. À tout juste 19 ans, il part vagabonder seul de son côté. En fait, il commence le Chitlin Circuit, une route suivant les salles et clubs dans lesquels les musiciens afro-américains de blues et jazz ont fait leurs armes entre les années 30 et les années 60. Bref, James suit sa route et rencontre un soir un promoteur qui lui propose de tenter sa chance à New York. Tout excité et un peu naïf, il accepte. Mais il se rend vite compte de la difficulté de cette vie et surtout à quel point il n'est pas le seul à espérer être repéré dans la grande pomme. Il rencontrera encore une fois un tas de personnalités intéressantes et parmi elles de véritables stars comme Ike et Tina Turner, Albert King, et il finira même par bosser avec Little Richards. Et c'est ainsi que Jimmy atterrit à Greenwich Village. Greenwich Village. Quand on vous parle d'ébullition, on ne vous ment pas. Dans ce quartier débordant d'art, de culture et de jeunesse, tous les bars, le soir venu, invitent les musiciens à fouler leurs scènes. Sous les lampadaires chaleureux de la ville, la curiosité de voir ces artistes, certains sans domicile fixe, vivant avec leur seul instrument en guise de totem pour survivre, s'est emparé des rues. Harmonicistes en sueur,
pianistes de blues et de jazz en transe devant leur grille et autres batteurs endiablés, c'est ici qu'il fallait se rendre pour voir la vie, en discuter et surtout en profiter. Influencé par Bob Dylan, il décide de former son propre groupe, sous son nom, afin de sortir son propre disque. Plus motivé que jamais, il recrute des petits jeunes pour l'accompagner sous le nom de Jimmy James and the Blue Flames. Et 6 jours par semaine, Jimmy et son groupe vont casser la baraque au Café Wa et se feront de nombreux admirateurs. Certains amis de grands noms du milieu musical et d'autres carrément connus. Mike Bloomfield, un bluesman américain assez reconnu, qualifiera le jeu d'Hendrix de bombe H incompréhensible, tant le jeune Jimmy utilisait sa guitare pour arriver à des sons que personne n'avait encore jamais sortis. Bref, tous les soirs, les gens sortent de ces cafés impressionnés. Son jeu instinctif et sauvage est une nouvelle fréquence pour les oreilles de ces jeunes New-Yorkais. Il joue derrière la tête et même avec ses dents, et se permet même de casser sa guitare de temps à autre. Mais qui est ce mec? C'est la question que va se poser Linda Keith, la fiancée de Keith Richards. Elle aussi est une habituée des lieux quand elle est de passage à New York. Elle se hissera très vite comme la plus fervente supportrice du jeune guitariste et ils lieront une amitié assez importante. Elle passera le plus clair de son temps à conseiller le futur Jimi Hendrix. Elle lui prêtera même une Fender Stratocaster. Et on n'est pas vraiment sûr, mais il est possible qu'elle ait appartenu à Keith Richards. Bref, la jeune Linda, complètement fascinée par ce jeune ovni, ne s'arrêtera pas là. Elle veut faire de lui une star. Elle invitera de nombreuses têtes du milieu, producteurs, managers et même artistes, à voir son petit poulain. Certains ne le trouvent pas assez bon et d'autres n'en ont clairement rien à taper. Après d'autres vaines tentatives d'invitation pour trouver une mèche à cette bombe, la roue tourne enfin. Elle finit par inviter Chas Chandler, le bassiste des Animals, de passage à New York pour sa dernière tournée avec le groupe. C'est le coup de foudre. Chas entend les premiers accords de Hey Joe et manque de recracher sa bière directement sur sa chemise. En quelques minutes, c'est décidé. Il l'emmène à Londres. Bon, et à partir de là, on va avancer d'année en année, pour y voir un peu plus clair dans ce sombre bazar que fut la carrière et la fin de vie du guitariste le plus connu de tous les temps. Fin 1966, Jimmy James, attristé de devoir quitter sa petite formation new-yorkaise, atterrit sur l'île. À ce moment-là, l'Angleterre est en pleine ébullition. Le fameux British Blues Bloom, les Rolling Stones, les Beatles, bref. Le Swinging London. En somme, il s'agit de la décennie qui va forger les légendes que nous connaissons tous aujourd'hui. Cette anecdote est assez connue, mais effectivement, la condition que le jeune Hendrix avait posée pour accompagner Chas en Angleterre était celle-ci. Rencontrer Eric Clapton. Surnommé Dieu par ses fans, ce dernier jouait justement quelques jours plus tard avec son groupe Cream, et le petit nouveau Jimmy demanda alors à Dieu s'il pouvait les joindre sur scène pour jammer avec eux. Clapton, curieux, accepta, et c'est à ce moment précis que tout changea. Et ce, à jamais. Hendrix joue les premières notes d'un standard de blues, et Clapton, choqué, démystifié à domicile, sait qu'à ce moment précis, il vient d'être dépassé. Mais la rivalité ne durera que très peu de temps car les deux lurons deviendront rapidement de très bons amis. Les choses s'enchaînent vite. Chas trimballe sa trouvaille partout dans les hautes sphères du monde de la scène, et les personnalités de l'époque découvrent avec admiration un ovni musical. He was just amazing. I mean, he was just amazing. Blew my head off completely. I mean, I didn't know nothing. I just thought he would just come out of nowhere. And like, we just adopted him. We felt in England, like, because he was great and like he wasn't big in America, and he come here. So, I mean, he come to England, and we were there, and like. Après quelques auditions, le Jimi Hendrix Experience se forme. Un simple trio composé de Noel Redding à la basse et de Mitch Mitchell à la batterie. We had a jam session at one club in England, you know, and that's how Mitch, Noel, and I got together. So I dug his hairstyle, so I asked him to play bass. Le premier concert de la formation sera à Évreux, le 13 octobre, en première partie d'un certain Johnny Hallyday. En décembre, le premier single sort, Hey Joe.
une reprise arrangée à la sauce hendrixienne. Il finit 6ème dans les charts anglais. Plutôt pas mal. L'année 1967 n'est ni plus ni moins la suite logique de tout ce qui a commencé à s'installer en 66. Oui, bon, c'est vrai, c'est assez logique. Fermez-la! Pink Floyd, les Kinks, les Who, l'eau anglaise commence fortement à bouillir et quasiment toutes les légendes qu'on aime aujourd'hui sont installées. Et c'est sans compter sur la réaction du territoire américain qui verra exploser le succès de ces nouveaux enfants, les Grateful Dead, Jefferson Airplane, les Doors et même le journal Rolling Stone. Le mouvement Flower Power devient de plus en plus populaire et les drogues qui le représentent aussi. À l'image d'Andrew Oldham qui a bien réussi son coup avec les Stones, Chandler décide de travailler le style de son jeune guitariste. Il l'invite à aller en friperie, à essayer des pièces audacieuses, mais surtout à oser. Au grand bonheur d'Hendrix qui a toujours adoré la sape et qui dans le futur fera toujours très attention à son style et à son image. Et bim, comme pour les Stones, le public et la presse tombent en plein dedans. À savoir qu'à cette époque, ce genre de style bien osé et un poil provoquant suscitait de nombreuses réactions, positives et négatives. Mais c'est généralement comme ça que se forgeait le succès. Et encore sur le même schéma, ceci va créer un effet boule de neige et tout ce petit monde va s'intéresser à Jimmy. C'était le buzz des années 60. Mais le vrai buzz sera le 31 mars. L'expérience part alors en tournée collective, ce genre de tournée qui présentait 4-5 groupes qui manquaient de public et de titres pour remplir des salles tout seul. Et c'est le 31 mars que va commencer la légende hendrixienne. Le groupe passe par une salle de Finsbury Park et va jouer 5 morceaux. Fidèle à lui-même, il va imposer ses mimiques au public. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est à la fin du dernier morceau, Fire, que le jeune guitariste va, après un gros Larsen, arroser sa guitare d'essence et l'immoler tout en étant en pleine transe destructive. Le public, médusé, assiste à cette scène sans trop savoir quoi en penser, en gardant à l'esprit que la majorité du public n'était pas du tout venu voir l'expérience, mais plutôt les Walker Brothers, boys band à groupies des années 60. Ça explique ses visages. Bref, c'est ce qu'il fallait pour asseoir la réputation de sauvage et de passionné qu'Hendrix commençait à se traîner. Le mot va se passer jusqu'aux quatre coins de l'île, et même ailleurs. Leur premier album, Are You Experienced, sortira en mai et viendra talonner le dernier Beatles dans les charts anglais. La plus grosse réponse des États-Unis à l'implosion des talents anglais sera le festival Monterey Pop en juin 67. Hendrix, encore inconnu sur sa terre natale, repartira alors s'installer comme une superstar mondiale après un show qui restera gravé dans les mémoires. De plus, ce dernier sera filmé, ce qui nous donnera la première image du jeune pyromane. Bon, et à partir de là, tout va très vite. Trop vite. Une tournée aux USA, puis dans toute l'Europe, Jimmy devient incontournable partout. Il est l'ovni dont tout le monde parle et que tous les promoteurs s'arrachent. Sous les conseils de ses managers pleins de dollars dans les yeux, il rentre dans un rythme de 2 concerts par soir, suivi d'une nuit entière de travail de studio pour préparer le prochain album. Exténué, mais excité par cette nouvelle vie, Jimmy travaille d'arrache-pied, mais ne peut tenir ce rythme monumental en restant sobre. Les drogues et l'alcool commencent par apparaître de plus en plus fréquemment dans sa vie quotidienne. En décembre, Axis Bold as Love voit le jour et se place dans le top 5 en Angleterre et aux États-Unis. Bref, l'année 1967 se termine doucement et Jimmy commence à ressentir le côté obscur du business. Friand de liberté artistique totale et de tranquillité d'esprit, il commence à se sentir serré. Mine de rien, ses managers le poussent à bout et il commence même à ressentir les limites artistiques de son trio. Tout ça avec la tête remplie d'acide et d'alcool, de nombreuses questions commencent à émerger dans son esprit. 1968, l'année brûlante. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. Entre toutes les pressions sociales qui sévissaient partout autour du globe, se situait un Jimi Hendrix qui, lui non plus, ne sera pas épargné par cette année. La nouvelle superstar défonce une chambre d'hôtel en plein trip et cela lui vaudra une arrestation par la police suédoise en janvier. Chaque soir, c'est 20 000 personnes minimum qui vont voir le jeune Hendrix, et la vie de la jeune rockstar va continuer à s'accélérer. En effet, à cette période, comme beaucoup d'autres groupes, Jimmy est constamment suivi par des groupies et des fans. Sauf que lui, de bon cœur,
laisse faire. Il leur donnera même parfois de l'argent sans même se rendre compte qu'il était la cible de profiteurs. Eddie Kramer le voit se pointer chaque après-midi au record plant avec une nuée de groupies, tandis que des dealers viennent à tour de rôle lui proposer leurs marchandises. Un soir, il invite même le chauffeur de taxi qui l'avait conduit jusqu'au studio à jouer du djembé lors d'une séance. Jimmy était incapable de dire non lorsque quelqu'un lui proposait son amitié, ou qu'une fille s'offrait à lui. Mais au bout d'un moment, il me demandait de me débarrasser d'eux. Bref, l'enregistrement de ce qui sera le 3e album du groupe se peaufine, mais dans un contexte de tension. Jimmy dicte et prend même la place de son bassiste quand il n'est pas satisfait du travail de ce dernier. L'embarcation perdra alors 2 de ses membres les plus influents. Chas Chandler tourne les talons ne supportant plus ce climat, et ce nouveau Jimmy. Noel Redding, lui, reste dans le groupe mais crée aussi le sien, qui fera des premières parties de l'expérience. Bref, le 16 octobre 68 sort Electric Ladyland, qui sera numéro 1 aux US et 6e en Angleterre. Sauf que voilà, Chandler, le poteau sur lequel Hendrix pouvait se reposer, est parti et son bassiste ne le supporte plus. Les parasites affluent et les effets des drogues et du succès commencent à peser sur le jeune guitariste. Et il est grand temps que je vous parle de Mike Jeffery. Quand Chandler trouva Hendrix, il réalisa aussi qu'il aurait besoin d'un partenaire pour gérer cet ovni qui peut aller très loin. Il se tournera alors directement vers Mike Jeffery. Ce dernier était en fait le manager des Animals, choix logique donc. Jeffery était connu dans le business comme étant un immense requin. Aucun des Animals lui faisait confiance, lui qui n'avait qu'un seul objectif, faire du bénéfice. Vous vous souvenez de Peter Grant, le manager de Led Zepp, qui a carrément révolutionné la façon que les managers ont eu de gérer leur groupe ? Eh bien Jeffery en est l'opposé. C'est le manager classique qui va abuser de son artiste pour se faire une fortune tout en l'usant bien jusqu'à l'os, celui qui est censé être son protégé. En réalité, il va carrément profiter de ce gros moment de faiblesse pour multiplier sa fortune déjà consistante grâce à Jimmy. Il fera de lui non plus une poule aux œufs d'or, mais une vache à lait. Source de richesse pour son manager, il n'arrive plus à s'inspirer. On lui conseille de réagir, de changer d'environnement et surtout d'équipe, mais Jimmy ne bouge pas. Bref, Jimmy finira l'année 66 emprisonné par son style et son environnement, obligé de répéter le même spectacle, soir après soir, comme un clown triste et fatigué. « 1969 commence avec le Lulu Show, où une scène surréaliste se déroulera à la télévision. L'expérience commencera Hey Joe, morceau qu'Hendrix ne porte plus vraiment dans son cœur. Jimmy, évidemment sans avoir prévenu personne, arrêtera brusquement le morceau, lancera une petite dédicace à Cream et à son ami Clapton, avant de démarrer Sunshine of Your Love, le sourire aux lèvres. We'd like to stop playing this rubbish and dedicate a song to the Cream, regardless of what kind of group they might be in. We'd like to dedicate it to Eric Clapton, Ginger Baker and Jack Bruce. La BBC n'appréciera pas du tout et informe alors le guitariste qu'il ne bossera plus jamais avec eux. 2 tournées européennes et américaines s'engagent, tout en travaillant en studio. Et pendant cette période extrêmement tendue et chargée, la relation entre Hendrix et Redding continue de se détériorer. Ils s'embrouillent, n'avancent pas vraiment en studio, en bref, ils ne se supportent plus. Le bassiste quittera alors définitivement la formation en juin. Bien qu'Hendrix rencontre sa dernière copine Monica Denman et devient l'artiste le mieux payé de l'année 1969 avec $50,000 minimum par concert, la pente mentale qu'il descend depuis plus d'1 an continue à se raidir. Il se fait choper au Canada par les douanes avec un flacon d'héroïne, drogue qu'il n'a pourtant jamais consommée de sa vie. Un coup monté qui lui mettra un autre coup de marteau au moral. Il supplie Chandler de revenir, mais ce dernier refuse. Woodstock se prépare et Jimmy fait alors appel à son vieil ami Billy Cox pour prendre la basse. Après ça, le guitariste prend alors des vacances bien méritées au Maroc. D'ailleurs, ce seront les seules vacances de sa vie. En revenant, Hendrix veut profiter du festival pour présenter sa nouvelle formation Gypsy Sons and Rainbows avec Mitch Mitchell, Billy Cox et d'autres musiciens. Bon, Woodstock aura bien lieu, même si les Gypsy Sons devront jouer à 8h du matin au lieu de minuit. Le show sera plutôt une bonne réussite malgré les nombreux problèmes techniques. Et puis, sur un coup de tête, Jimmy sortira son fameux hymne américain, et on connaît tous la claque que cet instant aura sur le monde, et l'héritage qu'il laissera dans son sillage.
Bref, ce n'est pas le meilleur concert d'Hendrix, mais c'est très certainement le plus symbolique. Le nouveau groupe d'Hendrix s'écroule très rapidement, et c'est le nouveau et plus simple Band of Gypsys qui lui succédera, toujours composé de Billy Cox, mais avec Budgie Miles à la batterie. Le Band of Gypsys sera un succès pendant quelques concerts, mais Jeffery déteste ce nouveau groupe, trop noir et trop militant à son goût. Il existe des histoires un peu sombres qui disent comme quoi ce manager véreux aurait drogué Cox et Hendrix afin de détruire ce groupe et de remonter l'expérience. Ce qu'il fera, Mitch Mitchell remplacera Budgie Miles à la batterie pour le Cry of Love Tour. Le studio rêvé d'Hendrix, Electric Ladyland, ouvre ses portes fin août, et le Band of Gypsys s'envole alors vers l'île de White pour le fameux festival. Comme pour Woodstock, de nombreux problèmes techniques viendront tuer l'expérience de scène, même si on tirera de ce concert quelques archives sympas. Le guitariste s'en va frustré, et le 2 septembre, lors d'un concert à Aarhus au Danemark, il quittera la scène après seulement 2 morceaux en lançant « Je suis mort depuis longtemps ». Pendant que ce chaos qui semble partout gravite autour du jeune guitariste, ce dernier essaye de se débarrasser légalement de Jeffery et envisage de quitter lentement le business et ou d'intégrer une école de musique, ainsi que d'emménager au calme avec sa nouvelle compagne Monica. Bref, le temps passe et Jimmy essaye tant bien que mal de s'en sortir. Malheureusement, il n'en aura pas le temps. Le 18 septembre 1970, Monica le retrouve inconscient dans son lit et il sera déclaré mort à 12h45 à l'hôpital. C'est un mélange d'alcool et d'une immense dose de somnifères qui auront raison de la vie du jeune guitariste, alors âgé de 27 ans. Alors maintenant qu'on sait tout ça, pourquoi est-il aussi légendaire ? When I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles she brings for me. She said it's alright, it's alright. Take anything you want. Ah, et là, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi Hendrix est-il aussi légendaire ? Il y a tellement de choses à dire, à analyser. Par quel bout attraper ce gigantesque morceau ? Comment définir cette comète qui s'est écrasée sur Terre le 27 novembre 1942 à 10h15 précise, en laissant derrière elle une onde de choc tellement puissante qu'elle est encore perceptible aujourd'hui ? Pourquoi les gens qui n'en avaient et n'en ont rien à faire de la guitare électrique connaissent Hendrix et reconnaissent cette figure comme étant l'une des plus importantes du XXe siècle ? Qu'est-ce que cela leur inspire ? Qu'est-ce que ça nous inspire ? Eh ben vous savez quoi ? On va leur demander à ces gens. Salut, c'est quoi ton prénom ? Salut, c'est Boris. Chiara. Zoé. Bah, je m'appelle Jérémy. Je m'appelle Marc. Benjamin. Et toi ? Arnaud. Et toi là-bas au bout ? Moi, Sybille. Marie-Pierre. San. Salut San. Dis-moi, est-ce que tu connais Jimi Hendrix ? Bien sûr. Alors oui, je connais Jimi Hendrix. Oui, je connais. Proxy Lady, c'est lui, je crois. Ouais, ok, ça va, je suis pas con. Ça va, c'est bon. Je suis Du coup, est-ce que vous connaissez Jimi Hendrix ? Ouais. Oui, je le connais. Ouais. Moi, ça me dit de nom, mais pas trop. Est-ce que je connais Jimi Hendrix ? Ben... oui. Connaître, c'est pas exactement le mot, mais enfin, c'est ma génération, oui. J'ai un petit peu écouté dans mon adolescence. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on prononce le nom de Jimi Hendrix ? Eh ben, à une époque, un changement radical dans les mentalités, et ça a été le précurseur finalement de tout ce qui a été la musique après. Bah, moi, je sais que c'est l'un des plus grands guitaristes au monde, qu'il a fait des performances assez incroyables, voilà. Enfin, c'est une référence dans le monde de la musique. Du bon vieux rock'n'roll de la guerre du Vietnam, ouais, du rock'n'roll des années 60-70 à fond. Ouais, c'est ça, ouais. Une sorte de base du rock'n'roll. C'est un mec, il arrive, il s'impose de ouf. Et qu'est-ce que ça vous inspire quand on prononce son nom ? Alors ça m'inspire que c'était
un très grand guitariste qui est mort très jeune par abus de consommation de produits illicites, je crois. Hein. Pour moi, c'est pas un bon chanteur, mais c'était un excellent guitariste. Et je me souviens bien de sa tronche, qui est quand même assez inoubliable. Musicien incroyable, je dirais, showman, vraiment possédé de la scène. Et puis après, il y a surtout cette image qu'on a de lui en train de mettre le feu à sa guitare. C'est des images qui nous reviennent régulièrement. Voilà, sur l'impact qu'il a eu sur la musique de manière générale, quoi. Et puis c'est un qui a mis le feu à sa guitare, hein, je crois, ou à l'hôtel, à sa chambre d'hôtel, je sais plus. Enfin, il fait partie de tous ces mecs un peu destroy, quoi. Et il est mort à 27 ans, lui aussi. Voilà, il fait partie des quelques-uns. Pour moi, c'est les origines du rock, je pense. C'est un guitariste très particulier parce qu'il était gaucher aussi, si je dis pas de bêtises. C'est un révolutionnaire pour pas mal de trucs, notamment son jeu qui est un peu peut-être chaotique. Enfin, il avait cette manière un peu sur scène de gratter les cordes des fois assez aléatoirement. Ça donne un son particulier et c'est ça qu'on aime parce que c'est pas grave qu'il y ait une corde qui soit grattée en trop ou en moins. Au final, c'est l'énergie qui dégage sur scène qui est vraiment cool, quoi. Il a pris le train en marche. Et puis il a tout fait exploser. Il a mis sa musique en avant, ouais, c'était visuel. Et puis bon, il a eu des concerts d'anthologie. Il s'est donné à la musique, quoi. L'artiste parfait. C'était visuel, c'était les premières images télé. À l'époque, on regardait ça, on se demandait mais qu'est-ce qui se passait, quoi. Ça a détonné par rapport aux Beatles, par rapport à tout ça. Et beaucoup ont repris d'ailleurs son schéma visuel. Comment tu connais Jimi Hendrix? Par la mode. Par la mode. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah après moi je m'intéresse qu'au look, donc après voilà, je sais que c'est une icône et ça restera une icône dont on s'en rappellera toujours, mais après je pourrais pas t'en dire plus que ça. Moi je sais que j'adore ses looks, j'ai adoré ses looks, ses pièces mode, rien que ses bottines et tout ça, c'était une icône, mais après je pourrais pas t'en dire plus. Même gamin, on a tous écouté un moment ou un autre Jimi Hendrix, un oncle qui était fan de Jimi Hendrix. Il y a des photos d'anthologie en noir et blanc prises par les plus grands photographes de l'époque, en live, dans sa vie, défoncées, qui se vendent aujourd'hui des milliers de dollars. Non, moi j'étais plutôt intéressée par des mecs comme Jim Morrison, les Doors, et puis bien sûr les Beatles, et Neil Young, Crosby, Stills, Nash, tout ça. Et puis il y avait le rock et il y avait Jimi Hendrix à côté. Ça m'intéressait moins, mais forcément à cette époque-là, on était obligé d'entendre, quoi, au moins de savoir que ça existait. Donc, du coup, dans votre entourage, tout le monde écoutait Jimi Hendrix? Tout le monde n'écoutait pas Jimi Hendrix, mais tout le monde connaissait Jimi Hendrix, oui. Est-ce que vous avez une idée sur le pourquoi est-ce qu'il serait aussi connu? Bah déjà parce qu'il a un peu révolutionné la musique, notamment dans le genre rock. Bon, il est connu pour avoir joué avec les dents, sur sa guitare, etc. Enfin, voilà, vraiment, il a fait des performances que personne n'avait fait avant et du coup, il a marqué pour ça. Je sais pas, ses exploits à la guitare, il a quand même fait des choses avec sa guitare que c'était le premier à les faire, ou même des choses assez exceptionnelles sur une guitare. Par exemple, jouer avec ses dents, ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais, c'était quand même quelque chose, ça. Ouais, carrément. Ben, je pense qu'au plan guitaristique, il a dû apporter vraiment un style très très particulier. Et puis, cette espèce d'insolence aussi sur scène, c'est importante. Et le look. Enfin, voilà. Il a vraiment marqué son époque partout. Le visuel, sa façon de vivre, puis la musique. Voilà. Il est mort à 27 ans, comme il est rentré dans une sorte d'épopée. Et dans 300 ans, on parlera encore de lui, c'est sûr. Je pense que tout le monde le connaît, même ceux qui n'ont jamais écouté ses musiques connaissent le nom ou ont déjà vu sa tête en photo sur des posters ou des graffitis ou n'importe quoi. Donc c'est un personnage mythique, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. De rien. De rien. De rien. Eh ben merci à vous. Bah merci beaucoup, c'est super cool. Merci pour ton témoignage. Merci à vous et bonne continuation. Merci, c'est cool. Merci beaucoup Boris, c'était vraiment... Intéressant. C'est bien ce que je pensais. Hendrix a laissé une trace dans l'inconscient collectif. C'est indéniable. Que vous soyez de sa génération ou un millennials, comme moi, ce nom résonne en vous. Et certaines pensées vous viennent directement à l'esprit, mais surtout celles d'un guitariste sauvage, légendaire et surtout révolutionnaire. Alors, je vais être chiant, mais je me demande toujours autant, voire plus, pourquoi et comment a-t-il obtenu cette place que seules quelques personnes dans ce monde ont l'honneur d'occuper. Bon, comme d'habitude, faisons les choses une par une et commençons par comprendre pourquoi Hendrix est un musicien légendaire et sûrement le guitariste le plus important.
Alors je préfère prévenir tout de suite, cette vidéo a pour but de toucher le plus de monde possible, et cela inclut les néophytes. J'aimerais du fond du cœur et j'ai beaucoup travaillé pour que les mélomanes comme les novices trouvent leur bonheur dans cette vidéo. De cette envie de donner à tout le monde un métrage intéressant et agréable à regarder, naissent donc certaines problématiques. Premièrement, je ne pourrais pas vraiment vous expliquer pourquoi Hendrix est un musicien légendaire dans sa façon d'écrire la musique, du point de vue de la théorie musicale, tout simplement parce que je n'ai pas une grande connaissance de cette dernière, et parce que je considère que vous parler de dominante, d'intervalle et d'accords ad 9 ne serait pas vraiment pertinent pour le propos de cette vidéo. Cependant, si c'est votre cam, je vous propose de petites vidéos en anglais mais très compréhensibles qui décortiquent en profondeur le jeu de Jimmy, et si vous êtes amoureux de théorie musicale, elles sont faites pour vous. Il s'agit de celle-ci de Polyphonic et de celle-là de Paul Davids. Les liens sont en description. Ah, et autre chose, si je ne cite pas quelque chose que vous adorez chez Hendrix, c'est normal, hein, il y en a une infinité. Le jeu de ce dernier parle différemment à tout le monde, et c'est justement ça que je veux démontrer. En quoi est-il novateur ? Comment ce jeune guitariste de Seattle a révolutionné, réinventé et carrément réimaginé la vision et les possibilités d'un instrument. Comment est-ce qu'un seul homme, en moins de 3 ans, a changé, d'un coup et à jamais, l'utilisation de la guitare ? Il y avait pas mal de guitaristes à la fin des années 60, mais Jimmy était de loin le plus révolutionnaire. Il avait le pouvoir de faire parler sa guitare. Je ne pense pas avoir entendu un guitariste avec autant de puissance, de sexualité et de génie. Car son jeu était extrêmement sexuel. Il semble faire l'amour avec sa guitare. C'est un improvisateur exceptionnel, à la fois instinctif et rationnel, qui va au bout d'un développement, ce qui est orgasmique. Mais ça, c'est parce qu'il maîtrise son art à la perfection. Hendrix, c'était un génie. Si vous avez joué avec lui, vous le savez, car c'est le monde du blues qu'il mettait en doute. Le problème, c'est quand un bluesman comme moi sent son univers voler en éclats en jouant avec un génie. Hendrix, ouais, avec lui, tout a volé en éclats. Musicalement, il a non seulement poussé le rock dans ses derniers retranchements, mais il a littéralement sculpté dans la matière sonore. Il est le premier à m'avoir fait prendre conscience que la musique était le 5e élément, au même titre que l'air, la terre, l'eau et le feu. Quelque chose qui marque quand on se renseigne sur le jeu de guitare d'Hendrix, c'est de savoir que tout le monde ne parle presque uniquement de sentiments. Il jouait avec son cœur, avec ses tripes, il avait le feeling, il jouait comme si sa vie en dépendait, il mettait une partie de son cœur dans chaque note, etc., etc. Et c'est vrai, d'ailleurs on ne compte plus ses citations concernant le fait qu'il ne joue pas vraiment de la musique mais des émotions, ou encore qu'il passe un message, ou encore qu'il s'exprime quasiment uniquement à travers sa guitare. Bref, mais ça, encore une fois, beaucoup de guitaristes le font. La plupart sont carrément honnêtes et investis dans leur instrument et dans leur jeu. Mais qu'est-ce qu'Hendrix a de plus, qui a l'air de transcender le monde, y compris les plus grandes légendes de la musique? Commençons déjà par analyser son matos. Il est le premier à pousser les pédales d'effet aussi loin, à changer les accords de place pour pouvoir les embellir. Il a créé, ou du moins développé et démocratisé un bon paquet de techniques guitaristiques. Il a même un accord à son nom. Bon, pour bien définir ce style et surtout bien le comprendre, je vous avoue que je vais avoir besoin d'un coup de main. Bonjour, donc je me présente, je suis Guillaume, bienvenue dans notre shop à Euterpe Music à Clermont-Ferrand. Donc voilà une petite présentation qu'on m'a demandé de faire éventuellement pour trouver un peu le son Hendrix, on va dire avec des éléments basiques, surtout le son de base. On va pas s'étaler sur le nombre de pédales utilisées ou autre. La base, on va dire, la guitare utilisée, souvent Stratocaster, sur sa longue période en fait. Il a eu des petits passages sur Gibson, SG, Flying V, mais anecdotiques. Donc une Stratocaster fait l'affaire, voilà, couleur, celle qu'on choisit, qu'on préfère en tout cas. En pédale, on a souvent une fuzz associée à un ampli Marshall, souvent voilà, c'était à l'époque de toute manière, ampli Marshall souvent poussé dans ses retranchements. Il n'y avait pas de master volume, donc gros son, hein, on va dire.
saturation naturelle de l'ampli. Souvent donc du coup la fuzz en amont pour un petit peu aller booster l'ampli et le faire un petit peu écraser avec la fuzz et donner du sustain. Et aussi une pédale démodable avec Hendrix, c'était aussi quand même la wah-wah, très très utilisée aussi. Voilà, globalement à peu près le matériel utilisé de base pour l'avoir. Après quelques Univibe, quelques pédales fuzz aussi avec un octaveur, une petite octafuzz, assez sympa comme effet. Voilà, pour la base, et après il jouait pas mal aussi du vibrato, hein. Faut se l'avouer quand même, il tirait pas mal dessus. Voilà. Et puis son jeu assez particulier qui vraiment a fait développer le jeu de guitare et a créé un son, une approche musicale qui n'existait vraiment pas jusqu'à présent. Donc un vrai précurseur et donc c'était très cool. Voilà, en petite démo son on va dire, donc le son de base comme j'ai dit tout à l'heure, le son saturé. Très simple. Après l'utilisation des éléments, donc sur un morceau en mettant comme Voodoo Child, on peut avoir à peu près le son crunch de l'ampli, la fuzz et la wah-wah. Donc sur ce genre de morceau. Voilà, un peu grosso modo les idées de son. Voilà, avec une Strat, un bon ampli, alors Marshall ou autre, mais c'est avec le son Marshall, ça s'associe très très bien pour ces sons un peu crunchy. Une petite fuzz, une petite wah-wah de base, on arrive à peu près à s'approcher de ce son-là. Après, bon, il faut les doigts bien sûr, hein, ce qu'on n'a pas. Donc l'inventivité qu'il y avait aussi à l'époque. On peut parler de plein de choses qui étaient qu'on a moins aujourd'hui quand même avec tous les outils qui sont à la disposition de tout le monde. C'est vrai qu'on sort des sons d'ordinateur assez facilement, voilà. Mais avant, il y avait vraiment la créativité, l'inventivité du guitariste, des musiciens, aussi éventuellement des ingé-sons. Voilà, très important aussi, les prises de son studio avec des idées folles. Voilà, des amplis tournent à l'envers, contre un mur, contre du verre. On prend la prise de son qui vient de tout ça et non plus en direct. Enfin voilà, et puis les échos bandes dans les studios. C'était assez fou comme époque d'ailleurs, c'était une grosse créativité en fait. Voilà globalement à peu près pour l'idée de base pour ce son là. Eh bien merci à Guillaume de Terp Music à Clermont-Ferrand d'avoir accepté de jouer le jeu et surtout de nous avoir éclairé sur le matos d'Hendrix et ce qui a forgé ce son si particulier. Et maintenant qu'on a son son, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'est bien beau, hein, mais on peut avoir tout le matos d'Hendrix, ce n'est pas pour autant qu'on va sonner comme lui. Ah, il va falloir qu'on analyse quelque chose d'autre pour compléter ça. Mais alors quoi ? Son jeu, exact. Et oui, prenons une petite pause dans ce changement de cordes et nettoyage de guitare, et essayons d'analyser un petit peu le jeu d'Hendrix. Guillaume de Terp Music nous en a déjà un petit peu parlé, hein, sa démonstration disait beaucoup de choses, je pense. Et de plus, hein, tout de suite, je ne vais pas vous dire comment jouer comme Hendrix ou sonner comme Hendrix, c'est surtout l'impact que le jeu d'Hendrix a eu sur le mien. Comment je faisais les choses avant et comment je les fais aujourd'hui depuis que j'ai découvert Hendrix. Donc encore une fois, au risque de me répéter, ce que je vais vous dire tout de suite n'est pas la vérité pure. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment de vérité pure en ce qui concerne Hendrix. Encore une fois, ce que je vais vous montrer, c'est très personnel. Alors c'est parti, regardons un petit peu ce qu'Hendrix fait par rapport aux autres guitaristes, et surtout l'immense héritage qu'il a laissé au monde de la guitare. Déjà, commençons par prendre l'exemple de Hey Joe, qui est une reprise à la base. Cette musique est composée de 5 accords prédominants, le Do, le Sol, le Ré majeur, le La majeur, et enfin le Mi majeur.
Donc ce que je viens de vous montrer, ce sont les accords ouverts, hein. C'est les accords de base qu'on apprend à la guitare. Et vous vous doutez bien qu'Hendrix, il n'utilise pas que ces accords-là. En vérité, ces accords-là, on peut les jouer autre part, en barré. Donc c'est un petit peu différent parce qu'il y a des notes qui viennent un petit peu se rajouter, mais ce n'est pas tout. Hendrix jouait beaucoup avec son pouce, et au lieu de faire ses barrés comme ceci, il aimait bien les faire comme cela. Et là vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien en utilisant cette technique, on a un doigt qui se libère et qui peut faire des jolies petites notes. Donc si on en revient à la suite d'accords de Hey Joe, on va dire que on en est là. Mais il faut garder à l'esprit que Jimi Hendrix était dans un trio, et donc il fallait que les choses sonnent plutôt bien, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de musiciens. Et c'est pour ça qu'Hendrix n'est ni un guitariste rythmique ou soliste, en fait il est les deux, il devait occuper les deux rôles tout seul. Donc là, on en vient à la partie soliste de Hey Joe. Sur Hey Joe, on peut faire pas mal de choses. On peut improviser juste en mi mineur sur toute la grille d'accords. Mais quelque chose qu'on peut faire et qui rajoute quand même vachement de relief, c'est jouer chaque gamme de l'accord susnommé. Autrement dit, quand on fait un Do majeur, on joue la gamme de Do majeur, Sol majeur, Ré majeur, etc. Et du coup, ça donne quelque chose comme ça. Et du coup, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vrai que ça rajoute pas mal de relief. Et à ça, on rajoute évidemment tous les petits gimmicks d'Hendrix. Et pour en revenir à cet accord avec le pouce, c'est un truc qu'Hendrix utilisait extrêmement souvent. On le retrouve dans Purple Haze, mais aussi et évidemment dans Foxy Lady. Personnellement, j'ai l'impression qu'il a un peu débloqué les guitaristes, avec des concepts qui sont finalement relativement simples. Hein. Au lieu de suivre les règles, il suivait son instinct et ce qui, selon lui, sonnait le mieux. En bref, Hendrix a énormément influencé le monde de la guitare, et ça je pense que vous l'aviez compris. Et quand on rajoute à ça toutes ses gimmicks, son jeu de scène, etc., etc., on a effectivement le vrai son Hendrix, mais il serait faux de dire qu'il n'a pas influencé la majorité des guitaristes par la suite. Donc ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est ça. Hendrix a minutieusement choisi son matos pour servir ce jeu et ses idées complètement folles, mais sincères. Il a transformé, amélioré toutes ses influences pour créer de la nouveauté, exprimer correctement et sincèrement ce qu'il y avait dans son cœur. Bon, on a déjà parlé de ses influences dans la première partie, mais qu'est-ce qui a déclenché ce succès immédiat et ce choc du public qui l'a directement encensé ? Audacieux, extraterrestre, génie, sauvage, révolutionnaire, unique, novateur... Tant de termes pour désigner un guitariste qui finalement n'en est plus un. Hendrix est plus. Effectivement, dans ma vidéo sur le blues, je vous parlais du fait que ce dernier a explosé sur sa terre natale, puis s'est exporté vers Londres grâce à des disques ayant percé à l'international. Ce sont ces mêmes disques qui vont forger les Beatles, les Stones et les autres, mais Jimmy, tel une comète, n'a pas attendu son premier disque pour atterrir sur l'île. Les jeunes Anglais, s'extasiant sur les disques des pairs américains, ont commencé à reprendre ce blues authentique, mais le manque de réelles figures afro-américaines dans les salles anglaises a commencé à se faire ressentir. Ils vont alors voir descendre sur leur île le prodige légitime de cette mouvance. Et c'est exactement ce qu'il leur fallait à ce moment précis. C'est évidemment aussi ce qu'il fallait à Hendrix pour décoller en un clin d'œil. Sauf qu'à l'instar des Stones et de Led Zeppelin, Jimmy ne s'est pas contenté d'atterrir au bon endroit au bon moment dans le bon public, mais il s'est imprégné de l'effervescence de l'Angleterre pour la coupler avec celle de sa terre natale pour forger ainsi un style inédit, novateur
regroupant tout le monde sous le même drapeau. Drapeau qui engendrera une infinité de nouvelles nations. Avec une poignée de blues, de rock, de psychédélique et une pincée de jazz et de funk, le Messie est arrivé, pour vous montrer qu'il n'existe absolument aucune frontière sonore et que tout, dans ce bas monde musical, est possible. On y voit déjà un peu plus clair. Il est l'alpha et l'oméga de la gratte, aussi bien par son talent que par le contexte spatio-temporel. C'est comme si la guitare électrique avait été créée pour qu'environ 2 décennies plus tard, celui qui sera son maître incontesté et incontestable montre au monde entier la vraie nature de cet instrument, ainsi que l'infinité de possibilités que nous offre cet objet, devenu noble grâce à son propre enfant. Mais... vous me connaissez. C'est déjà un gros poids dans la balance de sa légende, mais la guitare électrique reste un instrument assez typé. Alors attention, une Strat peut tout faire, et j'en suis parfaitement conscient. Jimi Hendrix en est d'ailleurs la preuve, mais aujourd'hui, tout le monde n'écoute pas des morceaux dans lesquels il y a de la guitare, surtout électrique. Et surtout aujourd'hui. Eh bien, mes amis, je vous propose de continuer l'autopsie de cet ovni en interrogeant des gens qui l'ont véritablement connu ou au moins vu. J'ai en effet eu la chance d'interroger des personnes qui ont joué avec Hendrix, ou du moins en tant que première partie. Et je vous avoue que leurs témoignages en disent déjà long sur l'aura qu'avait Hendrix. Hello? Hi, bonjour Mick. Can you hear me? Comment ça va? Ah, ça va bien et vous? Yeah. So, to remind people, you were in the support band of the Jimi Hendrix Experience in England, Boston, England, right? That's correct. That's right, yes. Alright, so it was in 1967? 25th of March. Alright. I was the road manager for Mike's group, who were Sons and Lovers. It was a place called Boston Gliderdrome, not that far from Nottingham where we were based. We had quite a few gigs there, and we just happened to have that date. And when we looked at it in the paper, we found out that we were on with Jimmy. It was just a chance. Wow. It was very good luck to be working with him. We didn't know Jimmy very well. He was fairly new at that time. Amazing character Jimmy was. Like I said, he he came over as being very shy. Yeah. Reserved. He was very polite. He was a gentleman. And like I said, when he went on stage, he just transformed into this, like another person. Absolutely incredible. To say it was 1967, he was way ahead of his time. Way ahead. Yeah. Makes you wonder what he would be doing now. Spent quite a bit of time in the dressing room alone with Jimmy. We were chatting. He was lovely, charming person. No big-headedness. You wouldn't know. He was a star. This was actually my next question. You know, the meeting with Jimmy. Is it true? You know what they say, that he had this kind of aura. You know, something special coming from him. You know. Absolutely. As soon as he walked into a room, had this presence about him, you know. Wow. Like he was on another planet, on another planet, you know. Amazing. Wow. He was amazing. He was so friendly. Yeah. Just ridiculously friendly. It was like a brother, like a family member. Charming person. Wow. And when he went on stage, he transformed. Yes. Yeah, that's amazing. He was a wild animal on stage. He really did you know, turned into not something we'd never seen before, you know. Yeah. Just amazing. I went to the front of the stage and enjoyed the performance. Was amazed by his dexterity. He was a very, very amazing guitarist to see. I've never seen anybody that good since, you know. To us at that time was so rare and hard to get good instruments. Yeah. To see somebody abusing it was shocking, Yeah. to say the least.
But he didn't smash anything up that night. I spoke to the drummer quite a bit, to Mitch. He didn't like the drum kit he got. And you also met with Mitch Mitchell. You told me, because you were the drummer, and of course Mitchell was... He wanted to buy one of my cymbals. He walked in and he said, "My, that cymbal." He says, "What is it?" I told him the make of it, and he says, "Do you want to sell it?" I said, "No way," because cymbals you can replace drums, but you can't replace cymbals. In those days there were no two cymbals sounded the same. Peter Beckett, our road manager, he's the one who had the control from the guitar. He used a Sunburst on stage. Okay. Which is the one that the knob came off. After the performance, I used to clear up. I actually thought it was one of ours. If I'd realised it was his, I would have probably given it back to him. Yeah. When I realised that our band's equipment was all intact, that it was off Jimmy's guitar. I've seen photographs of his guitar the following week, the tone control missing. Oh. Another little thing I just remembered about Jimmy, he was very taken with our bass guitarist's girlfriend. Yeah. And he wrote a little note on a string packet saying, "I wish we could meet," or words to that effect. We could have had a nice chat, I think it was the abbreviation for he wanted to get across her, Yeah. have a good go. Merci infiniment à vous, messieurs, pour ces témoignages extrêmement riches. C'est donc vrai, Hendrix avait cette aura, cette chose indescriptible qui émanait de sa personne quand il entrait dans une pièce ou quand il vous lançait un regard. Mais pouvons-nous aller encore plus loin et essayer de décortiquer ce qui provoque ce sentiment? Oh man, I saw his jacket. Bon, s'il y a bien une chose que nous a prouvé ce micro-trottoir et les témoignages des personnes l'ayant côtoyé, c'est qu'Hendrix, au-delà d'être un guitariste comme un autre, est une véritable icône. Premièrement, qu'est-ce qu'une icône? Eh bien, une icône est généralement bien plus connue qu'une célébrité, mais surtout reste dans le temps. Sa mort n'est pas une fin en soi, sinon le début de sa vraie légende. C'est une personne à laquelle les gens s'attachent énormément pour certaines valeurs ou représentations d'une idée. La majorité des gens connaît les icônes et s'en inspire dans la vie de tous les jours, ces dernières étant désormais ancrées dans l'inconscient collectif. Et surtout, qu'est-ce qui construit une icône? Eh oui, c'est ça la vraie question. Alors essayons d'y répondre avec l'exemple de Jimmy. Premièrement, il y a l'esthétique. Quand Hendrix réalisait son petit bout de chemin sur le Chitlin Circuit, on ne peut pas dire que le dress code était le même que quand il débarqua à Londres en 67. Devant être assez discret dans les États du Sud d'un pays quelque peu non amical avec la communauté afro-américaine, l'Angleterre sera pour lui une révélation personnelle concernant son identité. Effectivement, la chenille enfermée dans sa chrysalide sortira enfin voler de ses propres ailes, commençant tout d'abord par se diriger vers les friperies londoniennes afin d'explorer et d'assumer complètement son identité et ses idées. Fini les cheveux coiffés et gominés, on les laisse tels quels, ou presque, s'inspirant notamment de Dylan, légende capillaire de l'époque. On verra alors un Jimmy fier, sous de multiples chemises à motifs colorés, ces derniers pouvant être gitans, maghrébins et ou bien évidemment natifs américains. Son chapeau noir sera aussi reconnaissable parmi d'autres. Bref, le sens de la mode du jeune guitariste était mine de rien très aiguisé, et ceci donnait cette impression d'un garçon confiant et sûr de lui. Raison de plus pour les jeunes de l'époque de l'admirer encore plus. Comme on dit dans le milieu, il avait énormément de flow. Et mine de rien, ça compte.
Une icône va marquer de par sa façon de s'habiller, car la mode est un moyen de passer un message, et celle-ci en dit beaucoup sur une personne. De plus, elle est l'une des principales sources d'inspiration pour les fans, hein. Tout le monde veut s'habiller comme ses idoles, que ce soit le gros pull en laine de Cobain au MTV Unplugged, ou les tenues chic de Marilyn Monroe. Jimmy, par exemple, deviendra un symbole de contre-culture, abordant sa fameuse veste militaire durant la guerre du Vietnam et en brisant constamment les codes de l'époque jusqu'à l'image qu'on gardera tous en tête, le bandana rose, le poncho blanc et le jean bleu de Woodstock. Bref, les habits de Jimmy sont encore étudiés aujourd'hui dans de nombreux articles, et on ne va pas se mentir, le mec a 6 fois plus de flow que toi et moi et tous tes ancêtres réunis, c'est con mais ça joue beaucoup. Mais à l'image du matos de guitare, ce n'est pas parce que t'as les mêmes fringues que Jimmy que tu vas avoir autant de style. C'est là qu'intervient l'attitude. En arrivant à Londres, Jimmy a très vite compris les réactions qu'il provoquait. De sa démarche jusqu'à ses expressions faciales, tout en passant par son jeu de scène légendaire, Jimmy était lui-même, certes, mais conscient de son charme. L'attitude est importante, et surtout dans le rock, toutes les célébrités que nous analysons sur cette chaîne jouent avec nous. Elles nous font frétiller, pleurer, rire, nous questionner. Bref, Jimmy c'est ça, des réponses philosophiques à des questions bateaux, un jeu de scène jamais vu auparavant, une sexualité instrumentale presque indécente. Bref, Jimmy c'est une vibe à lui tout seul. What is that sound that we hear irritating us so dreadfully? Well, it sounds something like the New York street. I don't know. It's like today the air is all static, so the amplifiers are static. Music is loud, the air is loud, and we're trying to settle things down a little bit. But it's going to take like a rest, I asked a practical question and got a philosophical answer. I think Is that's that philosophical? terrific. When you mention the national anthem and talk about playing it in any unorthodox way, you immediately get a guaranteed percentage of hate mail from people who say, "How that's dare not unorthodox. That's not anyone?" unorthodox. It isn't unorthodox? No. I thought it was beautiful. But then there you go. Oh, but But it's all right. It's just part of life. I'm digging it myself. I like it. You're considered one of the best guitar players in the world. Oh, no. Well, one of the best in this studio, anyway. How about one of the best sitting in this chair? How about Yeah. Ce look unique et cette attitude excitante doivent servir une idée. Une icône est généralement aussi à l'origine de nombreux mouvements, d'opinions et ou de façons de penser et d'être. Elle va marquer de par sa vision du monde qui sera ensuite partagée et qui va influencer le plus grand nombre. C'est exactement pour cette raison que ce qui reste le plus de nos icônes, c'est leurs citations. Et Jimmy, ouais, on peut vraiment dire qu'il représente quelque chose de plus fort. Et des citations, bordel, il en a laissé. Mais quelles sont les idées de Jimi Hendrix? Quel combat mène-t-il? La justice pour le peuple afro-américain? La paix dans le monde? C'est un peu plus compliqué que ça. Tout d'abord, il faut savoir que Hendrix n'était pas vraiment dans le cœur du public afro-américain. Dès son arrivée en Angleterre, le jeune guitariste s'est très vite fait adopter par le music business et par toutes les têtes importantes du milieu. Et ces têtes, elles étaient essentiellement blanches, et celles du public aussi. Pour moi, Jimmy n'était pas noir, c'était un blanc. Il ne pensait pas comme un homme de couleur, et il n'attirait certainement pas une foule noire à ses concerts. En explosant les barrières de la ségrégation, il a émergé comme une icône pour Petit Blanc. Le traitement de faveur exceptionnel qu'il a reçu de la communauté blanche venait du fait qu'il n'était pas perçu comme une menace politique. Et en plus, il laissait pantois les blancs sur leur nouveau terrain de jeu, le rock'n'roll. Effectivement, on dirait bien que Jimmy, souvent approché par les Black Panthers, ne se soit jamais vraiment politisé. Les gosses noirs pensent qu'à présent la musique est blanche, mais c'est pas vrai. La discussion n'est pas entre noir et blanc, ce n'est qu'un jeu inventé par la société pour nous dresser les uns contre les autres. C'est pour ça qu'on a les Black Panthers et en face le troupeau du Triple K. Tout ça c'est du troupeau. Aujourd'hui, cette vision d'Hendrix semble avoir bien disparu, mais à l'époque, les gosses noirs d'Harlem et des autres quartiers populaires des États-Unis ne le connaissaient pas vraiment. En plus cru, Hendrix était un peu vu comme le petit pantin noir du public et de l'industrie blanche. En même temps, dans le contexte de l'assassinat de Martin Luther King, de l'émergence de Black Panther et du Black is Beautiful, quand Hendrix sort... La musique est plus forte que la politique. J'ai de la compassion pour les minorités, mais je n'ai pas l'impression d'en faire partie. Eh bien, ça ne passe pas très bien. Alors comme ça, on peut trouver ça étonnant. Comment est-il devenu cette icône symbolique alors que beaucoup de personnes le voyaient comme incapable de réunir les personnes de sa propre communauté? Et c'est vrai que parfois, dans ses propos, on a un peu l'impression qu'Hendrix est au-dessus des gens. Mais si le message
était plus fort que cela. Je vous le disais, nous avons plein de citations et d'images de Jimmy qui nous font dire que ce type n'était peut-être pas humain, mais d'une autre planète, ou même peut-être un messager divin. C'est comme s'il essayait de faire passer un message que l'humain ne pouvait juste pas comprendre, ou du moins qu'il n'était pas prêt à entendre. La connaissance parle, mais la sagesse écoute. Je ne suis pas un guitariste, je ne joue que la vérité et des émotions. La musique ne ment pas. Si un changement doit s'opérer dans le monde, il doit se faire par la musique. La vie est plaisante, la mort est calme, c'est la transition qui trouble. Avec le pouvoir de l'âme, tout est possible. Ma nature change constamment. Gimmicks, here we go again. Gimmicks, man. I'm tired of people standing behind gimmicks. What is this? The world is nothing but a big gimmick, isn't it? Wars, napalm bombs, and all that. People get burned up on TV, and it's nothing but a gimmick. Yes, we do. Partout où on attend une réponse du bonhomme, il répond à côté, mais étonnamment juste. Quand les journalistes ont l'air amusés de ses réponses, lui garde son sérieux, un peu désemparé. De plus, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, d'après les témoignages de proches, que cette vibration que Jimmy émettait autour de lui semblait quelque peu perturber son entourage. C'était un homme presque anormalement adorable et doux, et le monde semblait graviter autour de lui, sans trop savoir comment l'attraper réellement. Jimmy semble avoir été une entité volante, évoluant constamment autour des gens, la rendant impossible à attraper avec les mains. Alors vous allez me dire que c'est calculé, et oui, peut-être, il y a du jeu, comme je disais tout à l'heure, mais il semble tout de même extrêmement sincère. Et si je vous parle de tout ça, c'est aussi parce que cette incompréhension, cette vision d'une figure sage presque biblique, est d'après moi une grande partie de sa légende. D'ailleurs, sa haine contre la violence et le conflit, ainsi que son optimisme pour l'amour et l'humain, seront justement une des causes de sa mort. Jimmy était un homme en constante évolution, hein, c'est ce qu'il faut retenir. Jimmy était aimé pour certaines choses. Son image, son style, son jeu de guitare et de scène, ses guitares brûlées et sa trance destructive et sexuelle, et bien évidemment sa musique. Le souci, c'est que tout le monde en est resté là et en voulait encore et encore. Un public demandant toujours le même spectacle et un manager content de voir ses poches déborder. Ce sont les deux parties de l'étau qui vont peu à peu se renfermer sur notre jeune musicien. Les fans vont lui demander de brûler ses guitares. Jeffery, lui, va contrôler le moindre de ses gestes et va aller jusqu'à détruire ses nouveaux groupes qu'il jugeait trop noirs et militants. Bref, lentement, celui qui avait mis tout le monde à genoux en les faisant voyager spirituellement avec 6 cordes et un talent exceptionnel, se retrouvera obligé de faire ses fameux tours pour ceux qui l'ont sacralisé, comme un clown triste et fatigué, ou un tigre enchaîné qu'on obligerait à rugir. Jimmy n'a jamais vraiment trouvé sa place dans ce monde, et c'est ce que sa mort va révéler d'ailleurs, hein. Elle ne fera que boucler la légende que la vie ne peut que commencer. Et c'est justement cette mort, injuste, brutale, et survenant bien trop tôt, qui propulsera le jeune Hendrix au sommet de la mythologie rockienne. And then suddenly I saw the guitar player who was playing really quite discreetly in the back row. And from that moment, I just became completely involved. Reste l'histoire obscure d'un messager incompris, à qui on aurait ôté la vie injustement, en l'empêchant d'évoluer. Mais que s'est-il passé? Qui était-il vraiment? Et que serait le monde aujourd'hui si on l'avait laissé faire? À l'image de nombreuses icônes, la mort d'Hendrix sera une source de questionnement, de mystère, et de sentiments de regret et d'incompréhension. Et ce, pour tout le monde. Bon, et finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de conclure? Pour le coup, je ne veux pas rentrer dans l'idolâtrie du bonhomme, mais merde, c'est quand même quelque chose. Vous commencez à le comprendre grâce à mes vidéos, du moins j'espère, que le rock a construit une mythologie. Une mythologie bâtie par des figures divines et des journalistes férus venus conter les histoires au peuple, aux adorateurs. Eh bien, Jimi Hendrix siège au sommet, à l'apogée de cette mythologie rockienne. La musique dans le rock n'est, à mon avis, qu'une partie de ce qu'on aime et de ce qui nous fait vibrer. Le style, l'esthétique, les gueules, l'attitude, les anecdotes, les histoires, les citations, l'insolente vibration de liberté, comme j'aime l'appeler.
Tout ça, c'est ce qui a forgé la mythologie rock durant la seconde moitié du XXe siècle. Et Jimi, sans être le plus fort, le meilleur ou tout ce que vous voulez, en est un témoin. Il est le souvenir. Et pour en revenir à mon analogie religieuse, il en est presque un prophète. C'est ce qui fait qu'il soit resté, qu'il reste et qu'il restera. Dans un mouvement, celui qui sera le plus connu sera celui qui le représente le plus. Et Jimi représente tellement, mais tellement toute cette mouvance, en ajoutant à cela ses origines archi-riches, son métissage et tout ce que je viens de vous énoncer, c'est lui. Et ça ne peut qu'être lui. Voilà. Voilà pourquoi vous le connaissez. Car il est le drapeau planté au sommet de la montagne du rock, tel un étendard représentant une nation. Et même si vous ne connaissez pas cette dernière, sa culture, son peuple ou son histoire, vous connaissez son drapeau. Sans trop savoir pourquoi ni comment, mais vous savez l'identifier. Longue vie à Hendrix.